Salut, c'est Florent et bienvenue dans le podcast des Nouveaux Rentiers, qui est un vodcast maintenant comme tu le sais. On se retrouve aussi sur YouTube si tu préfères avoir des graphiques et des images et voir ma tête. Sinon, sur tes plateformes préférées de podcast, je suis là aussi. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode standard maintenant sur l'émission des Nouveaux Rentiers. C'est le bilan mensuel du Nouveau Rentier. Ça fait un moment que je l'ai fait, alors avec plus ou moins d'assiduité, mais si tu remontes dans le podcast, tu vas pouvoir voir tous les bilans que j'ai pu faire depuis un moment. Et aujourd'hui, c'est le moment de faire le bilan de janvier 2026, du premier mois de l'année 2026 finalement. Donc j'ai vraiment le but de ce podcast, c'est un petit peu mon journal de bord. C'est pour que tu vois un petit peu une fois que finalement on a quitté son boulot, qu'est-ce que je fais de mes journées, qu'est-ce que je mets en place. Voilà, j'imagine que ça peut peut-être t'inspirer à faire des choses de ton côté. Et puis pour moi, ça me fait un petit journal de bord, un petit track record, et ça montre aussi que tout n'est pas forcément tout le temps rose. Il y a des hauts, il y a des bas, et on se retrouve aujourd'hui du coup pour 2026. Ça fait 6 ans que je suis indépendant financièrement grâce à la bourse et à l'immobilier. Je vais tout expliquer dans ce podcast si tu viens de me découvrir. Donc ce que je te propose dans ce bilan, c'est un parcours concret vers la liberté financière pour que tu vois comment ça s'articule et comment tu peux mettre ça en place pour toi. Et voilà, je m'appelle Florent Pontier, donc je suis ravi de pouvoir te faire ça aujourd'hui. Alors désolé si ma voix flanche, je suis un petit peu malade depuis 2-3 jours là, donc c'est possible que ma voix change ou ma voix flanche un petit peu, mais j'essaie quand même de garder cette périodicité d'un podcast par semaine pour l'instant, donc voilà, même si je suis malade. Donc mon parcours vers l'indépendance financière, comment il s'est effectué? Si tu me connais pas encore, 2010-2011, c'est vraiment mes premiers pas d'investissement en bourse. C'est le moment aussi où je commence mon travail d'ingénieur en mécanique. 2018-2019, c'est le moment où j'ai créé vraiment ma méthode stratégique d'investissement en bourse, que j'ai appelée la méthode RSR. Je l'ai créée avant tout pour moi au début. Et 2016-2019, c'est une période aussi où je constitue un portefeuille immobilier avec à peu près 700 000 euros empruntés et jusqu'à 8 biens en portefeuille. Donc c'est modeste, mais c'est pas mal. Bon, quand je vois que certains investisseurs ont plus de 20 ou 30 biens, moi j'en ai acheté 8, mais ça m'a permis de quitter notamment mon boulot. En mars 2019, j'ai pris mon indépendance financière parce que j'avais considéré que mes revenus couvraient mes charges fixes et que du coup, en fait, j'allais pouvoir vivre quoi qu'il se passe, quoi. Finalement, c'était un petit peu ça l'approche. C'était de sécuriser un petit peu ce grand saut vers l'inconnu, et une fois que c'était sécurisé, de prendre cette indépendance financière. Du coup, après, j'ai voyagé, mais après, je me suis ennuyé. Il y a eu le Covid en 2020 notamment, et c'est le Covid qui m'a fait créer ce podcast notamment. Et depuis 6 ans, je suis indépendant financièrement grâce aux revenus de mon patrimoine global. Entre-temps, forcément, beaucoup de personnes m'ont demandé comment je faisais, comment j'avais fait, notamment sur la partie bourse. Parce que sur la partie immobilier, bon, j'ai fait des choses, hein, mais c'est quelque chose qui m'intéresse moins. C'est quelque chose que je suis en train de vendre, et je considère qu'il y a aujourd'hui sur Internet, il y a des gens qui parlent très bien d'immobilier, et moi, j'en continue à en faire un petit peu, mais je considère que c'est moins mon domaine d'expertise. Par contre, la bourse, je considère que, en tout cas, sur ce que tu peux voir aujourd'hui sur Internet, finalement, il y a assez peu de personnes qui investissent depuis 15 ans comme moi. Je vais prendre 40 ans cette année en 2026, donc ça fait quand même depuis que j'ai du coup 25 ans, 26 ans, 25, 24, je vais y arriver. Depuis que j'ai 24 ans que j'investis en bourse, donc ça fait quand même un moment. Et c'est ça aussi que je veux te partager dans ce podcast. Donc naturellement, les gens sont venus à moi, m'ont demandé comment j'avais investi, comment j'avais mis au point cette méthode RSR, etc. Et donc je me suis mis à proposer un accompagnement pour ces personnes, parce que je pouvais pas tout simplement répondre à tout le monde. Il fallait que, pour que les personnes
et un résultat, il faut un engagement de leur part, il faut un engagement de ma part aussi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai créé cette offre d'accompagnement pour les aider à reprendre en main leur patrimoine, à appliquer cette méthode d'investissement sur la partie bourse. Et plus récemment, là, depuis fin 2025, c'est un peu la continuité, peut-être le parcours normal, anormal, je sais pas, mais en tout cas, j'ai créé un cabinet de gestion de patrimoine. Et ça, c'est pour ceux qui veulent en fait, qui n'ont pas le temps tout simplement de reprendre en main leur patrimoine par eux-mêmes, qui désirent pas forcément se former sur les sujets, mais qui me font confiance pour le gérer à leur place. Parce que je considère que j'ai 15 années d'expérience dans ce domaine et que du coup, je suis tout à fait capable de me mettre à la place de vous et de mettre en place des recommandations et de gérer votre patrimoine. Voilà, tout simplement. On va faire du coup un petit bilan sur la méthode RSR. La méthode RSR, c'est 0,39% ce mois-ci. Si on revient sur les performances historiques, c'est plus 23% par an sur les 25 dernières années. En fait, une performance en bourse, on la mesure en rendement annualisé, si tu savais pas. Et du coup, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des mois, des années où ça fait beaucoup plus que ça, des années où ça fait beaucoup moins que ça. Mais en moyenne, c'est plus 23% annualisé sur les 27 dernières années. C'est même 30%, 30,8% sur les 10 dernières années. Contre le Nasdaq qui fait à peu près 9% sur les 27 dernières années et à peu près 15% par an, 15% par an sur les 10 dernières années. Si on revient un peu plus proche de nous sur 5 ans, puisque c'est l'horizon de temps minimum en bourse, cette méthode fait x3 sur ton patrimoine contre 1 fois 1,8 pour le Nasdaq. Donc on voit qu'on surperforme largement le Nasdaq. On prend moins de risques aussi, c'est important de le souligner. Le drawdown est moins élevé, donc le risque est moins élevé avec la méthode RSR que sur le Nasdaq. Donc on prend moins de risques, on gagne plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre une grosse partie de mon patrimoine là-dessus. C'est pour ça que j'aide les gens à le faire aussi parce que c'est un rapport rendement-risque qui est pour moi très intéressant quand on fait de la bourse. Donc 2026, j'en parlais tout à l'heure, 0,39 pour la méthode RSR, 0,95% pour l'instant pour le Nasdaq. On n'est qu'à un mois de cotation, donc il peut se passer encore énormément de choses sur l'année 2026. Donc suis bien les bilans mensuels si tu as envie de voir un petit peu l'évolution de ma méthode. Si toi, tu investis aussi en bourse, pour pouvoir te comparer, voir si tu arrives à faire mieux que moi, moins bien que moi, et aussi par rapport au marché. Ce que je peux te dire, pourquoi c'est un petit peu moins élevé ce mois-ci, c'est parce que l'euro est en train de prendre quand même pas mal de valeur par rapport au dollar. Et mes investissements sont essentiellement en dollars, en tout cas sur des boîtes américaines, au moins 80%. Et du coup, forcément, quand l'euro monte par rapport au dollar, c'est négatif pour un investisseur qui investit aux États-Unis. On va faire un petit zoom sur la partie crypto maintenant. J'ai rajouté la crypto dans mes investissements en 2020. Donc ça fait bientôt 6 ans que j'investis en crypto. 2023 pour moi la crypto c'était plus 125%, 2024 plus 84%, 2025 pour l'instant moins 26,6%, pardon, pas pour l'instant de l'année dernière. Si on commente un petit peu ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin, dans ce mensuel, j'analyse que le Bitcoin parce que peut-être faudrait que je fasse un épisode dédié aux cryptos, mais sinon l'épisode serait beaucoup trop long si je rentrais dans le détail de ce qui se passe sur chaque crypto et chaque classe d'actifs. Mais ce qu'on peut dire sur le Bitcoin, en tout cas, c'est qu'il avait fait son plus haut donc en août 2025 à plus de 124 000 $ le Bitcoin. Ensuite, on est venu rechercher les supports de mars 2025. Donc ça, c'était jusque même au mois dernier, décembre 2025, on était encore sur les supports de mars. Et là, janvier, alors non, je te dis n'importe quoi. Parce qu'en fait, là, je fais le podcast, on est à peu près on est mi-février bientôt. Et en fait, le dernier graphique, la dernière barre de cotation que tu vois si tu es sur YouTube,
Bon, je te décris, c'était sur le podcast, en fait, on a une barre qui est assez baissière, mais en fait, c'est la barre de février. Donc, en fait, là, on a complètement emplafonné, au jour, en tout cas, où je tourne ce podcast, on a emplafonné les supports de mars et on est en train de revenir carrément, sur les niveaux de février-septembre 2024. Autour de 60 000 euros le Bitcoin. Donc ça fait quand même une valeur divisée par 2 presque, à moins 50%. Donc j'espère que t'as pas acheté quand il était à 124. Parce que sinon tu prends moins 50% dans les dents. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces valeurs-là de 60 000 à peu près, le Bitcoin, c'était les plus hauts de 2021. Donc là, en fait, si on reprend la globalité de la crypto, en tout cas du Bitcoin, c'est comme si elle avait rien fait de début 2021 jusqu'à aujourd'hui. Donc 5 ans de non-cotation finalement. Alors l'idée, c'est que si tu as fait un petit peu, tu es rentré un peu au fur et à mesure, tu as peut-être baissé ton prix d'achat, notamment avec la crise de 2022, et donc tu restes largement en positif, ce qui est mon cas, hein, malgré cette baisse, je suis largement en positif. Moi, j'ai acheté en 2020, comme je te disais, j'ai renforcé en fonction de ma stratégie, mais du coup, en bourse, ce qu'on regarde, c'est le prix moyen d'achat. Et moi, mon prix moyen d'achat est largement en dessous de 60 000. Il est même largement en dessous de 20 000. Donc, j'ai largement de quoi venir voir les choses. Donc, si tu es en train de construire un portefeuille en Bitcoin, bah, accroche-toi parce que là, potentiellement, on part sur un nouveau cycle baissier. C'est-à-dire qu'on a vraiment cassé le plus bas de mars 2025, ce qui, au niveau des graphiques, donne un début de tendance baissière finalement en mensuel. Donc c'est une tendance forte puisque plus on regarde sur une unité de temps qui est élevée, plus la tendance est forte. Si je regardais en 1 minute, ça serait beaucoup moins fort que si je regarde en 4 heures, en journalier, à la semaine, au mois. Et donc c'est pour ça que moi, dans toutes mes analyses, j'ai une analyse plutôt mensuelle, puisque on est sur de l'investissement long terme, et pour moi, ça sert à rien de regarder en dessous d'une analyse mensuelle. Quand on investit à 5 ans, ça me paraît complètement inutile d'aller chercher des graphiques en dessous d'une barre égale à un mois. Donc moi, ma stratégie elle reste inchangée pour le moment, puisqu'elle marche très bien. Donc je reste fidèle à mon plan d'investissement. Si tu as écouté les podcasts d'avant, je t'avais raconté que j'avais testé des choses en crypto qui n'ont pas fonctionné. Donc je reviens vraiment sur ce que je faisais en 2020-2021, qui a très bien marché jusqu'à présent. Heureusement, ce que j'ai testé, c'était une fraction de mon patrimoine, donc ça n'a pas eu un impact trop significatif. Mais j'ai fait quelques boulettes, donc en tout cas sur la partie crypto. Donc je suis en train de réorienter les boulettes pour que ça soit plus des boulettes. Mes performances du coup réelles en bourse et en crypto entre 2019 et 2026, elles sont assez aléatoires, pas aléatoires, mais assez avec des grosses amplitudes qui sont difficiles peut-être à croire si tu commences à peine la bourse. Mais en 2019, moi, j'avais gagné un peu plus de 13% en bourse. En 2020, 69%. En 2021, 90%. En 2022, c'était une grosse crise, moins 49% pour moi. 2023, 90%. 2024, 73%. 2025, 0,3 et 2026, moins 6,5 pour le moment, alors qu'on n'est qu'au début de l'année. On verra ce qui se passe. Mon approche de l'investissement en bourse, c'est assez simple, hein. C'est une stratégie d'investissement à long terme. On parle de 5 à 10 ans minimum quand tu investis en bourse. Un DCA mensuel, donc on met un petit peu tous les mois pour renforcer ses positions. Donc moi, je mets entre 100 euros et 1000 euros entre mon pro et mon perso, puisque ma boîte d'accompagnement en bourse, une grosse partie des bénéfices de cette boîte, le but, c'est de réinvestir encore plus en bourse. Donc ça va dépendre des mois, en fait, mais voilà, c'est à peu près ça que je mets. Diversification à terme, l'idée, c'est d'avoir 50% en bourse, 50% immobilier. Pour ça, il faut que je vende encore un bien, voire un petit peu plus d'un bien, mais on y arrive bientôt.
Moi, ma stratégie d'investissement, elle est simple. Méthode RSR pour les actions avec 80% de mon patrimoine sur la partie bourse, sur la méthode RSR. Et méthode CLT, donc crypto long terme pour la crypto à 20%. Et c'est probable qu'au fur et à mesure, je descende la partie crypto pour revenir à 10%, c'est ce que je faisais en 2020-2021, à peu près 10%. L'idée de la méthode RSR aussi, c'est qu'elle nous protège des baisses importantes. Donc, il y a 80% de ce patrimoine qui est quand même protégé en cas de crise, et la partie crypto qui est là pour surperformer un petit peu la partie bourse. Mon parc immobilier actuel, j'en parlais tout à l'heure, immeuble mixte avec 6 appartements, donc 4 en location Airbnb, 2 en location longue durée. Ça n'a pas changé depuis le dernier bilan. Une maison en Normandie avec ma compagne, on fait de la location saisonnière. Le but, c'est d'y aller quand on a envie. Et que ça s'autofinance avec les locations saisonnières, justement. D'ailleurs, on a un début d'année qui est assez compliqué. Je sais pas si toi tu fais du Airbnb ou pas, mais nous, en tout cas, c'est pas un début d'année très très sympa pour le moment sur cette partie-là. Après, on a largement de quoi voir venir, puisqu'on a plus d'un an de trésorerie d'avance sur cette mini société de location saisonnière, on va dire. Donc, on a de quoi voir venir, mais ça démarre pas fort pour l'instant. Et enfin, une maison en colocation qui est en vente, que j'ai acheté il y a à peu près 10 ans et qui fait un cash flow positif entre 700 et 1000 euros par mois. Souvent, on me dit pourquoi je la vends. Bah, en fait, c'est juste que j'ai remboursé la moitié de mon emprunt et que j'ai plus envie de m'emmerder avec l'immobilier physique, la gestion des locataires, la gestion des dégâts des eaux, etc. Je préfère allouer aujourd'hui mon patrimoine sur autre chose. D'ailleurs, si t'es intéressé pour racheter cette colocation, n'hésite pas. Les galères du mois en IMO, tu sais que j'aime bien faire ça. J'ai un dégât des eaux sur 2 qui est enfin résolu. Ça a mis quand même, je compte même plus, mais je pense que ça a mis 1 an au total entre le dégât des déclarations, devis et travaux. Il s'est passé presque 1 an, il me semble. Et le deuxième n'est toujours pas résolu parce que j'ai une assurance qui est incompétente, c'est-à-dire que le diagnostic a été fait, l'expertise a été faite, le rapport d'expertise a été transmis à l'assureur. Par contre, l'assureur ne m'a toujours pas payé. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois, je crois, que j'attends le versement pour lancer le chantier. Mon artisan a fait le devis, tout est OK, et en fait, c'est juste j'ai pas les fonds. Enfin, je les ai, mais je préfère attendre quand même que l'assurance me transmette ce qu'elle me doit, et pour commencer le chantier, en fait, tout simplement. Il y a eu une tempête au début de l'année en Normandie, donc ça m'a arraché un tuyau d'écoulement de gouttière, donc ça c'est en cours. J'ai un locataire qui part dans la coloc, donc il va falloir que j'en retrouve un, mais ça se fait assez facilement. Pour le coup, ça me prend pas trop de temps, et du coup c'était plutôt calme sur janvier pour une fois, donc j'espère que ça va durer. Après, l'immobilier, je trouve que c'est toujours en effet domino, c'est-à-dire que quand t'as une merde qui arrive, en fait, en général, t'en as d'autres qui arrivent en même temps. C'est toujours synchronisé. Bon, ce qui est pas plus mal parce que tout est au même endroit pour moi, donc je me déplace une fois, je résous tous les problèmes, puis je rentre chez moi. Comme ça, je fais tout d'un coup, mais c'est vrai que quand c'est souvent le calme avant la tempête, quoi. Performance globale de mon patrimoine. Donc, moi, mon objectif, c'est un rendement optimal et une stabilité financière pour mes charges fixes. Comme je suis indépendant financièrement, il faut que je m'assure qu'il y ait le minimum qui rentre tous les mois pour payer mes charges fixes, en fait, tout simplement. Équilibre, j'en ai parlé, 50% bourse, 50% immobilier, pour pas avoir tout dans le même panier. Performance historique de tout mon patrimoine, donc là ça inclut bourse, crypto et immobilier. On est à plus 25,9% annualisé depuis 2011. On est à moins 4% cette année pour l'instant sur 2026. Et le drawdown maximum, donc le risque max que j'ai pris sur mon patrimoine pour avoir ce niveau de rentabilité, était de 13% de baisse au maximum sur mon patrimoine. Le rendement, il est toujours infini parce que c'est la définition d'un rentier, si tu veux, c'est que mon patrimoine me rapporte de l'argent, donc j'ai tendance à retirer de l'argent de mon patrimoine et j'en retire souvent plus que ce que je mets.
c'est vraiment la définition d'être rentier. C'est en fait, je retire plus que ce que je mets, mais mon patrimoine continue de grossir. C'est ça l'avantage aussi. Un nouveau pan sur ce bilan mensuel, c'est le suivi de mes objectifs 2026. Je t'en avais parlé dans le podcast d'avant. L'idée, c'était de te faire un peu plus de retour là-dessus. Je me suis fixé des objectifs assez ambitieux au début de l'année. Donc l'idée, c'est d'inclure le suivi de ces objectifs aussi dans les bilans mensuels. Donc comme je te disais tout à l'heure, il y a mon activité de conseiller en gestion de patrimoine qui est en déploiement depuis fin 2025. Donc je commence à avoir les premières personnes à intéresser, les premiers rendez-vous. Donc on va commencer à déployer les premières solutions, les premières préconisations sur les différents patrimoines. Donc si ça t'intéresse, tu auras des liens en description de ce podcast ou en description de cette vidéo YouTube pour me contacter. Je continue bien sûr tout ce qui est accompagnement en bourse pour ceux qui veulent devenir autonomes. En fait, l'idée, c'est que maintenant, j'ai les deux casquettes. Pour ceux qui veulent apprendre à être autonome, il y a cet accompagnement. Je vous apprends à être complètement autonome et ne plus dépendre de moi. En général, ça prend 3-4 mois. Et pour ceux qui n'ont pas le temps d'apprendre ou pas l'envie de se mettre à tout ça, en fait, vous pouvez me déléguer votre gestion de patrimoine. Et en tant que gestionnaire de patrimoine, je peux tout à fait, du coup, le prendre en main et puis appliquer, pourquoi pas, aussi la méthode RSR si ça correspond à vos objectifs personnels. Sur la partie nouveau pan, je vous parle un peu de business, quoi. Donc ce qu'on appelle l'organique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le trafic organique. C'est ce qui vient de mon podcast, de la chaîne YouTube, de LinkedIn aussi. Donc ça marche plutôt bien. J'ai une bonne cadence. J'arrive à vous faire un podcast par semaine là depuis quelques semaines. Donc je suis assez content de ça. Pareil sur LinkedIn, j'arrive à publier des posts assez régulièrement. Donc LinkedIn va être dédié justement à cette activité de gestion de patrimoine parce que je trouve que c'est plus opportun de parler de ça sur LinkedIn. Et puis plutôt podcast YouTube pour l'activité boursière. Donc on verra un petit peu comment j'articule ça. Il y a rien qui est figé non plus, hein. On peut toujours évoluer, on peut toujours mettre des nouvelles stratégies en place. En fonction de ce que j'ai envie de faire. L'idée aussi, c'est de se faire plaisir avec tout ça. Donc, je vais toujours aller vers ce qui me fait le plus plaisir de faire. Il y a un peu d'acquisition payante qui traîne aussi. J'ai un petit budget mensuel sur ce qu'on appelle les ads, donc les publicités notamment sur Meta. Donc ça serait pas étonnant que tu vois ma tête sur Instagram ou Facebook si tu t'intéresses à la bourse. L'idée en fait c'est que les personnes qui ne me découvrent pas par le podcast ou par YouTube aient l'occasion de me découvrir en étant sur des réseaux sociaux sur lesquels moi je suis pas. C'est-à-dire que j'ai complètement la flemme de faire des stories ou des réels sur Insta ou Facebook ou même TikTok. Et du coup l'idée c'est que il y a quand même beaucoup de gens qui vont sur ces plateformes-là. Et du coup d'avoir un petit peu de publicité payante, ça permet de se faire connaître sans mettre des gros budgets, mais au moins de se faire un petit peu connaître pour ceux qui sont sur des plateformes où moi je ne suis pas, tout simplement. Et côté perso, je tiens pour l'instant le sport 3 fois par semaine. Je l'ai fait encore ce matin. Je sens que ça progresse aussi pour les amateurs de sport. En ce moment, je vais à la salle et je m'entraîne sur la partie traction, dips, pompe et puis un petit peu les jambes aussi parce qu'il faut les faire. Et donc avec comme objectif, en fait, ça se voit pas en vidéo ou en podcast, hein, mais je suis assez grand. Je suis 1m87. Et je suis assez lourd aussi et du coup l'idée c'est que j'arrive à faire des tractions sans contrepoids, sans aide. Donc je pense que je vais bientôt y arriver. Faudrait que je reteste là, mais à mon avis j'arrive bientôt à faire une traction sans aide, sans élastique ou sans poids. Donc je suis assez content de ça. C'est une projection. On parle beaucoup de croissance côté business avec des mecs qui te parlent de millions d'euros de chiffre d'affaires ou je sais pas quoi. Mais il faut pas oublier, à mon sens, la partie santé. Et c'est hyper important, je pense, de progresser aussi personnellement sur la santé, sur les relations aux autres, sur plein de sujets que j'essaie
de travailler aussi en parallèle parce que j'ai plus de temps quand même pour travailler tout ça que quelqu'un qui est coincé au travail, peut-être comme toi qui m'écoute aujourd'hui. Si on revient sur la méthode RSR, bah, les avantages, c'est assez simple, hein, enfin, je connais rien qui soit aussi avantageux que ça. C'est-à-dire qu'on n'y passe que 30 minutes par mois seulement, donc on fait pas du trading, hein. Il y a des protections contre la baisse des marchés. Donc on sort, du marché souvent avant les gros crashs majeurs. C'est pas magique non plus, on va pas sortir au plus bas et on va pas rentrer au plus bas et on va pas sortir au plus haut. Mais ça nous permet notamment d'avoir une rentabilité qui va être meilleure parce que notamment on prend moins les crises dans les dents en fait, tout simplement. Les performances historiques restent plus qu'honorables, plus 23% sur les 27 dernières années, plus 30% sur les 10 dernières années, fois 3 sur les 5 dernières années. C'est accessible aux débutants, il n'y a pas besoin d'expertise financière parce que c'est un accompagnement personnalisé avec moi et ça permet en fait de mettre en place ta propre stratégie ensemble et tu peux complètement partir de zéro ou tu peux complètement aussi investir depuis 5 ans et puis de te rendre compte qu'en fait ce que tu fais ça marche pas ou d'avoir des assurances vie à droite à gauche et tu te rends compte pareil que ça performe pas comme tu le voudrais. Voilà, donc l'idée, c'est que j'aide, à mettre en place cette méthode pour toutes les personnes qui veulent être complètement autonomes avec ça et ne plus dépendre d'un banquier, d'un conseiller en gestion de patrimoine, de n'importe qui et pouvoir gérer son patrimoine par lui-même et aussi le transmettre à son entourage, à ses enfants, à sa famille, qui puissent aussi apprendre à le faire par eux-mêmes. Les applications possibles, elles sont sur tous les outils. On peut mettre en place ça sur un compte titre ordinaire, sur un plan épargne action, un PEA, sur une assurance vie, sur un PER, plan épargne retraite. Tout ça, c'est compatible avec la méthode RSR. Ce que je dis souvent, c'est que c'est pas l'outil. Souvent, les gens me disent, ah, mon assurance vie, elle ne fonctionne pas. En fait, c'est pas l'assurance vie qui fonctionne pas. C'est ce que tu fais sur l'assurance vie qui fonctionne pas. Donc, alors, des fois, il y a des assureurs qui permettent pas de faire grand chose non plus. Mais, la plupart du temps, c'est la stratégie qui est mauvaise. C'est pas l'outil. Comme tu vois ici, l'outil, peut être varié. Ce qui change avec l'outil, c'est la fiscalité, bien sûr, à la fin, la transmission, la fiscalité, etc. Mais en termes de performance, on peut très bien réaliser ce type de performance de la méthode RSR, quel que soit l'outil. C'est ça que je veux te faire comprendre. Donc l'idée, c'est que si tu écoutes ce podcast, sûrement tu t'intéresses à la liberté financière, l'indépendance financière, peut-être la bourse, peut-être l'immobilier. Pour moi, ça passe par 3 phases. Ça passe par une éducation financière, c'est apprendre les bases de l'investissement en bourse. Tu as notamment ma formation offerte qui est dans la description de ce podcast ou de cette vidéo YouTube qui va te donner vraiment les notions fondamentales, notamment sur la partie ETF, sur la partie fiscalité, un peu plus de détails sur la méthode RSR, etc. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, bah, tu as les liens dans la description de cette vidéo et de ce podcast. Le but après, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire pour toi, une fois que tu as les bases de l'éducation financière, ouvrir les bons comptes avec la bonne fiscalité, comprendre les ETF, comprendre comment moi ça m'a changé ma vie, définir ta stratégie, commencer avec des petits montants mensuels mais réguliers, pour pourquoi pas à un moment arriver à l'indépendance financière comme j'ai fait pour moi. Et puis la troisième étape, c'est un jeu de patience, parce que la bourse, c'est de l'investissement long terme. Donc on parle pas de devenir riche en 2 mois, on parle d'investissement de 5 ans minimum. Et bien sûr, bah, plus tu as de capital, plus ça va générer d'argent, hein, on va pas se le cacher. Et après, l'idée, c'est aussi d'avoir une discipline puisque la routine mensuelle, c'est un petit peu comme quand tu te laves les dents tous les jours. La routine mensuelle en bourse, c'est 1 fois par mois et c'est à vie, en tout cas, tant que tu as envie d'investir en bourse, quoi. Au moins déjà pendant 5 ans et éventuellement 10 ans, 20 ans en fonction de l'âge que tu as. Donc c'est quand même une discipline assez importante à mettre en place dans ta vie. Voilà un petit peu le topo pour janvier 2026. J'espère que cet épisode t'a plu, qui t'a donné envie, en tout cas, de mettre tes choses en place pour ton patrimoine, pour ta liberté financière. On est dans des contextes économiques, macroéconomiques aussi, qui sont en ce moment, je trouve, assez anxiogènes. Donc moi, j'essaie aussi de montrer le positif, de montrer qu'on peut faire des choses, même si on est en France, que t'es pas obligé de te casser à Dubaï pour réussir ta vie.
mais on peut mettre des choses en place. D'ailleurs, en ce moment, je m'amuse beaucoup à regarder l'émission Qui veut être mon associé, et je trouve que c'est hyper inspirant de voir toutes ces personnes qui créent des boîtes en France et qui essayent de s'en sortir, et souvent ça marche en plus. Et du coup, c'est hyper inspirant quand on est un peu entrepreneur dans l'âme, comme je pense que je le suis. Et je suis cette émission avec grand intérêt. Tu peux la voir en replay sur M6 Replay. C'est pas sponsorisé, hein, mais j'aime bien regarder ça en ce moment. Donc voilà, petit partage de fin de podcast là-dessus. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire sur YouTube, une note sur la plateforme, ta plateforme préférée de podcast. C'est ça qui donne de la visibilité à la chaîne et au podcast. C'est ça qui me permet aussi de faire connaître tout ça au plus grand nombre, et de montrer qu'on peut faire des choses en bourse en France, ce qui est vraiment l'essence même de ce podcast. C'est de te montrer que, en fait, en France, on n'est pas du tout informé dans le domaine, et qu'on peut mettre des choses en place assez simples qui donnent sur le long terme des résultats très intéressants. Voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon sport, bonne cuisine, bonne vaisselle, en fonction de ce que tu es en train de faire. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao, ciao.